Bonjour à tous. Dans le cadre du chapitre 2 de notre programme de SVT en éducation scientifique, la complexité du système climatique, nous allons étudier dans cette vidéo les indices de variation climatique récents. Nous passerons sur différents points, comme par exemple la variation du niveau marin, l'étendue des glaciers ou encore le permafrost, sans oublier évidemment les tourbes et les variations de climat visibles dans celles-ci. Je propose que nous commencions immédiatement avec mon camarade Jules Debris. Ce n'est pas un secret, un des éléments les plus importants en termes de changement et de variation climatique récents, c'est évidemment la variation du niveau marin. C'est d'ailleurs le sujet du premier document, hein. En effet, les niveaux marins augmentent suite à la fonte des glaciers, que nous verrons juste après, ce qui va venir engloutir des villes ou même causer des problèmes d'enlisement, comme récemment à New York. Donc le document 1 est le document nommé Variation du niveau marin. Il s'agit d'un graphique qui s'étend sur une centaine d'années, de l'année 1900 à l'année 2000, et dans lequel il est montré les prévisions au niveau de la hausse des océans. On observe qu'en 1900, on a quand même 15 centimètres de moins qu'au niveau actuel des choses, c'est-à-dire le niveau qu'on donnerait le niveau 0 en ce moment. Là, nous sommes quand même à moins 15 centimètres du niveau de la mer actuel, ce qui montre quand même une énorme évolution et une montée de 15 centimètres. C'est extrêmement important. Et les prévisions prévoient malheureusement que les choses empirent, puisque dans les années approximativement 2010, on observe que la dénivelée serait carrément montée de 5 centimètres au-dessus de la moyenne actuelle. Évidemment, aujourd'hui, il est évident que la montée des océans est un élément important et qu'il est important aussi d'agir pour contrer les problèmes qui vont être engendrés par cet événement. Nous allons maintenant parler de l'évolution de la variation de l'étendue des glaciers. Pour notre étude, nous nous servirons d'un document du manuel qui présente l'évolution du front du glacier de Jakobshavn entre 1942 et 2006. Il s'agit donc d'une étude qui a été réalisée sur un long laps de temps qui permet d'observer une réelle évolution de l'état du glacier. Ce glacier se situe d'ailleurs au Groenland. Dans les années 1942, le glacier compte approximativement 22,5 km de glace qui s'étendent de la position du glacier jusqu'en bas. Dans les années 2000, on observe une réduction de près de 6 km du glacier. On a une régression de la glace et donc une fonte évidemment de celle-ci de 6 km, ce qui est énormissime. De 2000 à 2002, en deux ans, on observe quasiment la moitié de cette évolution, alors qu'on a une étendue qui est 4 à 6 fois plus courte en termes d'années, puisqu'on a quand même une étendue de 6 km entre 1942 et 2000, ça fait 18 ans, et on a entre 2000 et 2002 uniquement 2 ans, et on observe quand même une régression de 3 km. Puis de 2002 à 2003, encore une chute énorme, puisqu'on a une régression de 6 km et demi du glacier en même pas un an, puis une régression de 3 km en 2004, une stagnation en 2005 et en 2006, une régression à peu près équivalente à celle de 2004 de 3 km. Ce qui montre quand même que plus on avance dans le temps, plus les activités humaines évoluent, plus la fonte des glaciers se rend évidente, prouvant donc que le réchauffement climatique contribue à la complexité de ce système. Le document 3 nous indique que le permafrost est une couche de sol qui reste gelée pendant toute l'année, durant une période d'au moins 2 années consécutives. Ces sols représentent presque 25% des sols de l'hémisphère nord et contiennent une grande quantité de gaz à effet de serre comme le méthane. Lors de sa fonte, le permasol libère tous ces gaz très rapidement dans l'atmosphère. Sur ce document 3, nous avons un graphique qui nous montre la variation d'épaisseur du pergélisol. On remarque qu'en 1998, la taille du pergélisol était de 15 cm. En 2016, date la plus récente, nous voyons que cette épaisseur du pergélisol est de moins 35 cm. Ce qui fait qu'au cours de ces années, le pergélisol est en baisse. Je vais maintenant vous parler du document 4 qui est Végétation et climat, des outils
et des archives climatiques. Ce document est une sorte de schéma qui permet de repérer les différents types de climat en fonction des tourbes. Et Jules Debris, mon camarade, nous fera une étude des tourbes juste après cette présentation de document. On observe différents types de climat qui sont détectables, l'espèce des déserts et semi-déserts qui en fait 1, les savanes herbeuses et les steppes qui en font 2, les forêts humides et tropicales qui en font 3, les forêts de feuillus qui en font 4, avec les pins laricio qui sont un mélange entre les forêts feuillues et les forêts de conifères, 5e, et les toundras des régions froides, alpines et arctiques, ce qui en fait 6. On a donc 6 climats différents, avec des zones où les climats se chevauchent, formant des sortes de climats plus complexes. Ces études sur ces données de climat se réalisent en fonction de 4 valeurs. Enfin 2, la température, chaude ou froide, et l'humidité du lieu dans lequel se trouve l'environnement, qu'il soit sec ou qu'il soit chaud. Pour exemple, un climat froid et sec sera plus apte des toundras des régions froides alpines et arctiques, alors qu'un climat humide et chaud sera plus apte à une forêt humide et tropicale. Les indications de variation climatique peuvent être aussi liées à la végétation, qui est un outil et une archive climatique. Le document 5, qui est un graphique et qui a pour titre l'abondance des pollens selon la profondeur d'une carotte de tourbe en Corse, est une suite au document 4. En effet, on peut y voir, grâce à la datation en carbone 14, et à différentes hauteurs de tourbe, donc tourbe claire en orange, tourbe sombre en violet et argile en bleu, qui est une indication de la profondeur, la différence d'abondance de pollen en pourcentage. On peut voir, notamment sur l'argile, que dans la période de 10 420 à plus ou moins 260 ans, il y avait énormément de pins lariceaux et d'allunes glutineux. Les pins lariceaux, comme nous dit le document 4, sont surtout propices à des climats froids et longs. Mais si on remonte dans la tourbe claire et aux dernières dates sur le graphique, on peut voir qu'en 1550, avec plus ou moins 65 ans, il y a énormément plus de bouleau. Et le bouleau correspond à un climat où la saison va être contrastée, avec pluie importante l'été et un peu de chaleur. En conclusion, les indices de variation climatique récents sont de plus en plus visibles. Les activités humaines ne peuvent plus être ignorées et cela se voit un peu partout, que ce soit dans l'étendue des glaciers, la variation du niveau marin, la variation d'épaisseur du permafrost ou même tout simplement dans la différence de climat qui s'est établie dans les dernières années. Bien que le climat n'ait pas réellement changé, il s'est quand même énormément tempéré et placé plus distinctement sur le schéma. Aujourd'hui, il est important de mener des actions pour limiter le réchauffement climatique global actuel, qui est d'ailleurs le sujet d'une autre vidéo que d'autres élèves auront réalisée sur le même chapitre. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Merci pour votre temps et pour votre attention. Au revoir.